Bonsoir, bienvenue. Merci d'être là aussi nombreux pour cette petite table ronde autour de l'exposition de Nicolas Floch, Initium Maris. Je vais vous présenter tout d'abord Jean-François Bourrier, qui est à ma droite, en fait, qui est un géologue et chercheur à Ifremer, et spécialiste notamment des fonds profonds, mais je vous laisserai développer par la suite plus spécifiquement. Au fond, Pascal Bos, que vous connaissez déjà parce qu'il vient très souvent ici, qui est responsable des collections photographiques du Centre national des arts plastiques. Et puis Nicolas Floch, que vous avez croisé aussi sûrement déjà, qui est donc l'auteur de cette exposition, et marin et artiste. Voilà. Merci Jérôme. Bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureux d'être là. C'est toujours un plaisir de venir à Guingamp et en Bretagne. Donc je vais essayer, je vais introduire rapidement ce qu'il y a dans l'exposition. On aura, je détaillerai certains points plus en détail au fil de la discussion. Et puis je passerai la parole après à Jean-François et puis à Pascal. Alors, Initium Maris, c'est un projet qui est assez important pour moi parce qu'il marque, je dirais, le début vraiment de ce travail sur les paysages, pas sur le milieu sous-marin, mais sur les paysages sous-marins, on va dire entre guillemets naturels, puisque j'ai commencé à travailler sur des récifs artificiels qui sont des structures, des architectures immergées, qu'on trouve dans le monde entier, un petit peu partout en Europe. Le grand pays des récifs artificiels est le Japon, mais on en trouve aussi aux États-Unis, on en trouve en Chine, en Corée. Et donc ces récifs artificiels sont immergés par, on va dire, 10 à 80 mètres de fond pour l'essentiel, et sont destinés ou à restaurer des biotopes dégradés ou sont associés à des pêcheries. Et il va y avoir tout un écosystème qui va se mettre en place sur ces récifs, et les pêcheurs vont... Alors, dans les zones de pêche, les pêcheurs vont pêcher en gros le surplus de la production des récifs et vont pêcher autour. Et dans des zones de protection, c'est pour restaurer des environnements. Ce qui m'intéressait dans ces récifs, c'était une certaine relation et une histoire de la sculpture, mais une histoire parallèle de la sculpture immergée, et avec des formes qui se transformaient, et le fait qu'on construise, non pas pour nous, mais de construire un peu pour que la nature s'empare de ces structures. Donc c'est ce qui m'a amené, en fait, je travaillais sur l'océan depuis très très longtemps, à commencer à travailler sous l'eau, et à plonger, je plongeais en apnée depuis très très longtemps, et à me former en plongée-bouteille pour ce travail sur les récifs artificiels. Donc ça, je l'ai commencé en 2010, et à partir de 2015, je commence à m'intéresser aux habitats naturels, c'est-à-dire tout ce qui va être structurant, on va dire, dans l'océan, c'est-à-dire le fond, le sous-sol, les roches, les algues, les coraux, la surface, et l'essentiel, l'habitat principal, la colonne d'eau, c'est-à-dire ce qui va de la surface au fond. Et en commençant à m'intéresser à ces habitats, on va dire, naturels, j'ai fait un constat, c'est que en fait, on ne connaissait pas ces paysages et on ne connaissait pas ces territoires qui étaient à proximité. C'est-à-dire qui, en Bretagne ou en France, connaît les paysages des côtes bretonnes ou des côtes méditerranéennes. Quelle vision on en a ? Un Français va avoir une vision de pays ou de paysages tropicaux, parce que le corail va être bien souvent le sujet de l'image, et donc on va avoir par extension quelques vues panoramiques de paysages, mais presque par défaut,
et on a une vision de fonds sous-marins des pays tropicaux. Mais si on prend la plupart des images que l'on voit, ce sont bien souvent des images liées à des expéditions qui sont très anthropocentrées, où le plongeur va être au centre de l'image, ou des images liées à des pratiques sportives, comme l'apnéiste, qui va aussi se mettre au centre de cette image. Ou des photos en macro, de détail. Mais une photo panoramique de ce qui s'étend sous le regard à perte de vue, on n'en a pas. Et ce qui explique que à la vue de ces images, on a je pense, une vraie découverte d'un territoire. Et que ce territoire soit à proximité ou un peu plus loin. On s'était posé la question avec Jérôme, est-ce qu'on montrait les séries de Méditerranée qui sont aussi très intéressantes à montrer en comparaison. Mais on s'est dit que la série de Bretagne est tellement déjà importante que c'était bien de se concentrer sur ce territoire et d'arriver à déployer un petit peu cette série, d'où les petits formats qui sont montrés ici en complément des grands formats. Donc voilà, il y avait ce premier constat de paysage d'une sorte d'image manquante, ce qui est paradoxal dans notre société, puisqu'on a une société qui est saturée d'images, et d'un seul coup, on avait une zone de non-représentation. Et ensuite, je faisais un deuxième constat, qui était que ces paysages, moi je les avais vus en plongeant en apnée depuis très très longtemps, je me promenais sous l'eau, je gérais souvent sous l'eau, et j'ai vu ces paysages se transformer depuis longtemps, au départ sans savoir pourquoi. Après, les collaborations avec des scientifiques m'ont permis de comprendre à quoi étaient dues ces transformations des paysages. Mais on considère que dans l'océan, on a des glissements d'écosystèmes qui sont 6 fois plus rapides que sur Terre. Donc on a une transformation de cet environnement qui est extrêmement rapide. Donc travailler sur les typologies de paysages des côtes françaises, puisque Initium Maris fait partie d'un ensemble de projets, je l'ai nommé Invisible, plus sur la Méditerranée. Donc sur ces séries que je réalise sur les côtes françaises permettent de représenter les différentes typologies de paysages à un moment donné et d'avoir en quelque sorte aussi une mémoire de ces paysages vus de manière, je dirais, panoramique, avec le même regard sur les différentes côtes. Donc c'était un petit peu l'objet de ce projet que j'ai nommé paysage productif. Évidemment, ce mot de productif, c'est la capacité d'un environnement à produire et du milieu à produire du vivant, c'est-à-dire c'est à la fois la production primaire qu'on va trouver dans la colonne d'eau et toute la production quelle capacité ont ces paysages à produire du vivant et ces habitats à maintenir une biodiversité en fait, d'où ce titre. Donc, je vais pas faire trop long. Je reviendrai après. Je parlerai peut-être après du noir et blanc, de toutes ces choses-là. Je vais juste introduire un peu les séries qui sont dans la salle et je vais passer la parole à Jean-François. Donc, la première série qu'on voit dans. Alors, il y a les fonds. Donc, je vais commencer par la couleur de l'eau. Donc il y a les fonds dont je vous ai un petit peu parlé et cet habitat de la colonne d'eau qui est, on va dire, l'habitat principal dans l'océan, puisque l'océan a 3800 mètres de moyenne globale. Donc l'océan est principalement l'espace de Jean-François, c'est-à-dire les grands fonds, un endroit où il n'y a pas de lumière, en fait, puisqu'on a de la lumière principalement sur les 200 premiers mètres. Et sur ces 200 premiers mètres, enfin dans une eau claire, puisque ça peut être quelques mètres dans un fleuve, dans une eau qu'on appelle très turbide, très trouble, cette zone, on l'appelle la zone photique, où il y a de la lumière. Et
je travaille à partir de la couleur de l'eau sur une représentation de ces paysages, qui sont ces paysages de la zone photique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit à perte de vue quand on est dans une eau bleue, par exemple. Alors là, on n'a pas d'image bleue, parce que j'ai choisi de mettre plutôt des images de la Loire que des images du large du golfe de Gascogne. Mais au large, dans le golfe de Gascogne ou en Méditerranée, on va avoir 30 mètres de visibilité. C'est des photos qui sont toutes prises au grand angle, c'est un 21 mm. Et on va avoir 30 mètres ou 40 mètres de visibilité, mais rien n'arrête le regard, donc on a la même perception que quand on est dans la Loire et on a 20 cm de visibilité. Donc, quelque part, ce que produit l'image, ce qu'elle montre, c'est ce panorama ne laisse pas la même... C'est comme un paysage de brume. Si vous avez un paysage qui a peu de vapeur d'eau en suspension, vous allez voir très loin. Si ce paysage est saturé d'eau, avec une brume, vous pouvez avoir que quelques dizaines de mètres de visibilité. Donc c'est un petit peu la même chose. Donc avec la couleur de l'eau, je photographie des environnements à la fois en eau douce et en eau salée, donc dans l'océan, et les variations de la couleur vont permettre de lire en fait la composition à la fois biologique, géologique et chimique du milieu. Donc on va pouvoir lire au travers de la couleur le vivant qui se trouve dans cet environnement, ou les minéraux, et évidemment photographiquement, on a l'impression que c'est une peinture et que mais c'est une photographie. On peut avoir l'impression que c'est quelque chose d'abstrait, mais c'est une photo documentaire d'un paysage. Donc c'est vraiment tout ce jeu sur le médium. Mais ça, on en parlera aussi après. Donc ça, c'est la première série. On a 2 images de couleur de l'eau. La deuxième série, c'est Initium Maris. Ce sont ces images que j'ai réalisées entre 2015 et 2021, pour la plupart à partir d'un petit bateau que j'avais, un petit ketch, que j'ai toujours d'ailleurs, qui s'appelle Oahu, et où je pars avec un assistant ou une assistante en général qui m'aide à bord, et je vais plonger avec, il y en a 80% en apnée, dès qu'on est au-delà de 15-20 mètres de profondeur, je plonge en bouteille. Et j'ai fait tout cet ensemble de points, plus de 70 points autour de la Bretagne, pour réaliser ces séries, on va dire, qui sont plus sur les fonds ou la colonne d'eau dans des zones peu profondes. Et on a une troisième série qui est très particulière, puisque je travaille toujours normalement au grand angle et en lumière naturelle. Et là, je travaille toujours au très grand angle, mais en lumière artificielle, puisque c'est dans les grands fonds. C'est la ligne qu'il y a sur le mur au milieu, où les photos sont prises entre 700 et 1800 mètres de fond. Et là, donc personne ne peut y aller. J'ai participé à une campagne océanographique avec l'Ifremer, où il y avait donc les chercheurs travaillaient sur les coraux profonds, les coraux d'eau froide. Ils descendent. C'était un robot qui descend au fond, donc qui a des caméras, des outils, qui peut faire des prélèvements. Le robot, il est gros comme une Twingo à peu près, et j'ai accroché mon caisson sur l'avant, comme si je l'accrochais sur le pare-choc de la voiture. Je l'ai accroché sur l'avant du robot. Et j'ai bénéficié de l'éclairage du robot et des phares. Et les scientifiques prennent plutôt des vues serrées, c'est-à-dire avec une optique relativement serrée, parce que ce qui les intéresse souvent, c'est le détail, c'est pas une vue panoramique. Et donc, moi, au contraire, ce qui m'intéresse, c'est cette vue paysagère. Donc, on a écarté au maximum les phares du robot. J'ai mis un très très grand angle pour que le robot puisse photographier, que mon appareil automatisé, qui était automatisé, puisse photographier l'ensemble de ce qu'éclairait le robot. D'où cette série réalisée à ces profondeurs. Et après, c'est un travail d'éditing. Mais c'est une série qui est très particulière. Mais avant de passer la parole à Jean-François, je dirais juste une chose. C'est que ça paraît complètement évident qu'on n'a jamais vu ces images.
Enfin, ça paraît relativement évident, on va dire, parce que c'est absolument inaccessible. C'est un peu comme aller sur la Lune, aller dans ces grandes profondeurs. Donc là, il y a quelque chose, on se dit, bon oui, on n'a pas vu ces images, oui, c'est normal. Mais si on regarde les images par 5 mètres de fond, on se rend compte que c'est presque la même chose. Et c'est là que c'est plus troublant. Parce que là, ce n'est pas une question d'accessibilité. C'est comment on se place dans un milieu, qu'est-ce qu'on regarde autour de nous, et qu'est-ce qu'on choisit de montrer. Merci Nicolas. Alors, quand Nicolas m'a demandé de venir participer à cette discussion, j'étais un peu surpris, mais d'un autre côté très, très enthousiaste, parce que on a conscience que la science doit partager ce qu'elle sait, et on est aussi poussé à rencontrer aussi bien des élus politiques pour expliquer, par exemple, les phénomènes liés au changement climatique, que travailler avec des artistes. Et l'équipe scientifique avec laquelle a travaillé Nicolas, donc qui a monté cette campagne, c'est une équipe qui travaille déjà avec beaucoup d'artistes, puisqu'ils ont embarqué des BDistes. Il y a une BD qui va bientôt sortir. Ils ont embarqué des gens qui ont enregistré des paysages sonores, alors pas sous-marins, mais du bateau. Ils ont embarqué des gens qui ont monté une pièce de théâtre sur les grands fonds, sur le noir. Et puis ils ont embarqué Nicolas sur une campagne donc, qui se passe au large de Brest, sur un canyon. Je vais vous parler des canyons après. Dont le but est la connaissance et la préservation d'un écosystème grand fond. Vous avez peut-être entendu parler des coraux profonds. En fait, on les appelle plutôt des coraux d'eau froide. En Norvège, on trouve les mêmes coraux, mais par 30 mètres de fond. Je parlerai un petit peu de leur niche écologique après, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'on a besoin, nous, scientifiques, de temps en temps, de se déconnecter de nos travaux, puis de venir échanger avec des gens qui n'ont pas la même façon de penser que nous. Alors, juste un petit mot sur le milieu. C'est vrai que c'est un milieu qui est compliqué pour y intervenir. Assez souvent, quand on parle des grands fonds, on nous dit « ouais, mais c'est un milieu qui est hostile ». Le milieu, il n'est pas hostile. Il n'est pas hostile à l'homme, il n'a pas de mauvaise volonté ou de mauvaise pensée contre nous. Il est simplement très compliqué à explorer. Il y a la pression, il y a des problèmes de pression pour nos outils, nos équipements. Il y a les problèmes, il n'y a pas de lumière, donc il faut emmener de l'énergie. Et emmener de l'énergie par grand fond, c'est compliqué. Il y a un problème qu'on s'imagine même plus exister à notre époque, c'est le problème de positionnement. On a tous un GPS, on sait très bien se repérer, même dans des coins qu'on ne connaît pas. Mais il faut bien voir que sous quelques mètres d'eau, certaines ondes ne passent plus, et donc on n'a plus de positionnement. C'est-à-dire retrouver un coin qu'on a vu à une plongée et y revenir, parce que ça aussi c'est le boulot des scientifiques, et on vient sur des timbres-postes, c'est quelque chose de compliqué. Et puis il y a une autre chose dont Nicolas a un petit peu parlé, c'est toute la colonne d'eau. On s'imagine que l'océan, c'est une colonne d'eau absolument homogène, alors qu'en fait, les 5000 mètres d'eau, quand on est dans les grands fonds, c'est plusieurs couches, des stratifications très importantes dues à des écarts de température et de salinité. On sait qu'une goutte d'eau, à peu près entre 2000 et 3000 ans, elle fait le tour du monde dans ces courants. Alors on connaît le Gulf Stream, qui est un courant assez chaud, qui vient du Golfe du Mexique, et qui vient apporter une grosse quantité de chaleur sur l'Europe, et qui est en surface. On connaît aussi ces eaux du Gulf Stream, elles se refroidissent en arrivant en Norvège, elles s'alourdissent, elles plongent, et elles repartent le long de l'Atlantique, dans l'Atlantique Sud, mais en profondeur. Et puis il y a un courant intermédiaire au niveau du Golfe de Gascogne, qui est la provenance des eaux méditerranéennes. L'eau de Méditerranée sort par Gibraltar et remonte vers le nord, et avec sa densité et sa température, se cale en plein milieu, dans des zones entre 600 et 1000 mètres, c'est-à-dire en plein endroit où Nicolas a plongé dans le canyon de l'Ampolle. Donc c'est pour vous dire que le milieu, il n'est pas hostile du tout, mais il est très complexe. Et puis le paysage dont Nicolas a ramené quelques photos, c'est un des paysages sous-marins. Faut bien voir qu'en mer comme à terre, les paysages, les grands paysages, les montagnes, les fleuves, les fosses, sont créés par la géologie. Donc dans le domaine des grands fonds, alors nous on parle de grands fonds à partir de 200 mètres, il n'y a plus de lumière, donc c'est une vie complètement différente. Il y a 4 grands reliefs, 4 grands habitats différents. Il y a la plaine abyssale, donc c'est les fonds très profonds, entre 3000 et 5000 mètres, des zones assez plates.
avec très peu d'apport nutritif, si ce n'est le plancton qui tombe. Hein. Donc il y a une très grande biodiversité, mais il y a très peu d'individus, en fait. Après, il y a un paysage qui est complètement différent, qui est le paysage qu'on trouve au milieu des océans, le long des dorsales, où il y a ce qu'on appelle la création de la croûte océanique. Donc il y a du volcanisme, des volcans sous-marins qui ceinturent toute la Terre. Et à côté de ces volcans qui sont en perpétuel fonctionnement, il y a des circulations de fluides. Donc il y a de l'eau chargée en minéraux, très chaude, sous pression, à 300, 350, 400 degrés, qui sortent chargés de fluides. Et là, il y a un écosystème complètement atypique qui se développe, non pas à partir de la photosynthèse comme on a sur la Terre, mais à partir de la chimiosynthèse. Ce sont des bactéries qui ingèrent les éléments chimiques, le soufre en particulier, et qui vont permettre à la vie de se développer. Et autour de ce qu'on appelle les fumeurs noirs ou les fumeurs blancs, donc ces sorties de fluides très très chaudes, se développe toute une série d'oasis sous-marines avec une vie vraiment luxuriante. Mais dès qu'on dépasse 100 mètres, on retombe sur des températures de 4 degrés, où là, il y a beaucoup moins de vie. Donc ça, c'est le deuxième paysage. Il y a un troisième paysage qui correspond à la zone où la croûte océanique, qui est créée donc, au niveau de ces dorsales, rencontre le continent. Ce sont les zones des grandes fosses océaniques. C'est là où il y a tous les séismes autour du Pacifique, le Japon, et puis en Amérique du Nord, Amérique du Sud. Hein. Et c'est là où on a les plus grands fonds. C'est là où la fosse des Mariannes, avec presque 11 000 mètres de fond. Et puis le dernier type de paysage, c'est le paysage que Nicolas a photographié. C'est celui ce qu'on appelle des marges passives, parce qu'en fait, la jonction entre le continent et les grands fonds, les plaines abyssales, se fait de façon plus graduelle, avec un amincissement de la croûte, enfin bon. Mais on a quand même, dans le relief, une énorme marge d'escalier, puisqu'on passe de 200 mètres, la continuité des terres émergées, c'est le plateau continental. En Atlantique, c'est 200 mètres, en Méditerranée, c'est 100 mètres, en Norvège, c'est 600 mètres. Donc, de 200 mètres jusqu'à 3000 ou 4000 mètres. Et là, si vous regardez dans une image, on enlève l'eau du golfe de Gascogne, vous avez une énorme marge d'escalier qui va de Cap-Breton, du Pays Basque, hein, si vous voulez, jusqu'en Irlande, qui fait 1000 mètres de hauteur sur 60 km de large et qui permet de passer de 2000 mètres à 4000 mètres de fond. Et c'est cette pente-là, qui existe depuis l'existence de l'océan Atlantique, depuis 110 millions d'années, elle est entaillée d'éperons et de canyons. Et les canyons servent de conduit pour évacuer tous les sédiments qui sont érodés sur le continent et qui vont terminer dans les fonds plus profonds. Et c'est pour ça que les canyons sont des zones très riches, alors on en parlera peut-être après, sont aussi des oasis de vie parce qu'il y a la rencontre des courants avec des masses d'eau différentes, il y a tout le plancton qui arrive par ce qu'on appelle des efflorescences, des blooms planctoniques. Qui dit plancton dit petit poisson, qui dit petit poisson dit gros poisson, dit poulpe, dit mammifères marins. Donc il y a une vie très importante et les coraux servent aussi, dans ces fonds-là, servent aussi d'habitat préférentiel. Voilà, je vais terminer momentanément ici. On continuerait bien à vous écouter parce que je prends plein de notes comme sans doute beaucoup d'entre nous. Alors justement, bonsoir à toutes et tous, tout d'abord. Ravi de vous retrouver ici à Gouinzegal avec cette programmation toujours très enthousiasmante qui fait que, comme vous, je reviens souvent et avec grand bonheur et particulièrement ce soir. Et en vous écoutant et en apprenant tant quelques minutes sur ce que nous ne savons pas effectivement et que nous aurions bien un grand besoin de savoir. Et donc que nous découvrons dans le cadre progressivement, en découvrant cette exposition et dans le cadre de cette table ronde, à travers le travail de Nicolas, ce n'est pas la première fois que j'ai l'occasion, avec vraiment grand bonheur et profit personnel, de parler en compagnie de Nicolas Floch en public, dans le cadre de ces expositions, et en compagnie de scientifiques qui ont pu l'accompagner ou qui l'a accompagné, avec lesquels il est en dialogue et au travail. Et je dois dire que c'est un grand contentement, pas simplement à titre personnel, sur un plan théorique,
dans le cadre de convictions qui sont fortes pour moi et que je pense pouvoir partager avec beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire que l'art peut être un produit un lieu de production de connaissances. L'activité artistique peut et doit et l'est toujours d'une manière ou d'une autre à travers la production de percepts et d'affects qui pulsent vers nous des sentiments et à travers la production d'informations pour ce qui est de la photographie. La pratique de la photographie documentaire a pour qualité intrinsèque et pour mission de produire une connaissance. Elle a cette force de représenter le monde de manière objective et de nous apprendre des choses sur le monde que nous habitons. Et en l'occurrence, dans le développement de ce grand projet qui est sans doute la grande affaire de sa vie dorénavant depuis déjà quelque temps, après d'autres expérimentations artistiques. Dans le travail d'un artiste, il y a différents moments, mais je crois, il est très clair que Nicolas a trouvé son lieu de travail, son sujet, avec ce monde qui nous importe tant, toutes et tous, ce monde sous-marin qui nous est largement inconnu. Et donc, c'est très fort pour moi de faire le constat et de m'enrichir, comme vous, de cette alliance entre artistes et scientifiques. C'est l'une des données fortes du travail de Nicolas, de se réaliser aux côtés et grâce à des connaissances, des dispositifs scientifiques sans lesquels il ne pourrait pas avoir accès à un grand nombre de ces lieux de prise de vue, de travail, de recherche. Donc cette alliance-là, elle est très féconde, très précieuse entre vous. Et peut-être trop souvent, l'art se met à distance de la connaissance scientifique alors que vous avez beaucoup à partager. Au-delà de la production de données factuelles, dans une connaissance qui n'est donc pas que scientifique, qui s'extrait du scientifique, pour nous toucher plus fortement à travers justement le sensible et le poétique. Et c'est la force du travail de Nicolas de le faire donc en photographie. Tu as parlé tout à l'heure, vous avez parlé tous les deux d'une manière de pallier à des déficits de représentation. C'est ce qui nous surprend. Nous en faisons tout le constat en découvrant l'exposition. Nous découvrons absolument ces lieux constitutifs et cruciaux de notre planète. Et dans l'histoire de la photographie, dans laquelle se positionne dans notre période contemporaine Nicolas, qui est artiste, qui travaille avec la photographie, voilà, qui connaît son histoire, cette histoire qui est en train de fêter ses 2 siècles. La catégorie classique du paysage, qui est fondamentale pour cette pratique, avec d'autres catégories canoniques de la représentation, bien avant l'irruption de la photographie dans le champ des activités artistiques, avec le portrait, etc. Et d'autres sous-catégories. Mais la pratique du paysage est très étendue dès l'origine de la photographie, ou quasi, et en même temps, dans toute cette déjà longue histoire, très riche, très belle, que nous ne cessons encore d'explorer, courte et en même temps très dense et très déterminante, pas seulement dans l'histoire de l'art, mais dans l'histoire de l'humanité, dans sa capacité justement à voir le monde, à le regarder à travers un acte de représentation qui est opéré par un artiste et pas simplement un opérateur ou une machine seule, c'est-à-dire des choix dans l'acte objectif de représentation pour ce qui est de la photographie documentaire, des choix qui relèvent d'une subjectivité créatrice qui est celle de l'artiste, eh bien, nous n'avions pas encore vu, et nous avons beau chercher, puisque nous en faisons le constat intuitivement en découvrant le travail de Nicolas Floch, tiens, des paysages, mais des paysages sous-marins.
Et si l'on peut penser évidemment à une multitude, une infinité de paysages terrestres dans l'histoire de la photographie, eh bien, c'est peut-être risqué de l'affirmer ainsi. En même temps, on a beau chercher, on trouve quelques exemples, mais pour ce qui est de l'activité artistique proprement dite, Nicolas Floch est le premier à nous proposer des paysages photographiques, de paysages sous-marins, et constituer ainsi, avec les données de ce qui définit le paysage. C'est cela qui est très fort. Nous découvrons un monde méconnu, fascinant. Nous pouvions toutes et tous dans notre culture générale partagée, avec quelques souvenirs, je ne citerai pas, des documentaires télévisuels qui ont peut-être bercé nos enfances, je crois que c'était le dimanche après-midi, mais voilà, avec quelques explorateurs comme Cousteau, etc., qui ont contribué beaucoup à la prise de conscience planétaire de l'enjeu énorme qui consiste à préserver les fonds marins. Eh bien, nous voyons dans le champ de l'activité artistique pour la première fois des paysages sous-marins représentés ainsi, avec ces catégories, c'est-à-dire ces catégories de construction de l'image, c'est-à-dire composition, cadrage, et peut-être, tu nous le diras, je pense ne jamais t'avoir interrogé en public ou en privé, mais si, peut-être on a un peu parlé, mais ça m'intéresserait qu'on engage la conversation à un moment donné là-dessus. Évidemment, comme pour tout artiste, une mémoire d'images antérieures dans l'histoire de l'art, et donc non pas la reproduction de schèmes de composition, mais la construction de ces paysages en se souvenant d'autres paysages qui nous précèdent, photographiques et évidemment, pourquoi pas, picturaux, bien sûr. Alors, ça m'amène à un point que j'aimerais partager avec vous, parce que ça nous permet d'avancer pour ce qui est justement de la pensée du paysage en photographie. Il y a un auteur qui m'importe beaucoup et que j'aimerais partager avec vous ce soir, partager sa pensée, sa réflexion sur la production de paysages en photographie, c'est Robert Adams. Robert Adams, qui a été associé un temps au New Topographics, qui a été un mouvement important de photographie apparu dans les années 70, principalement aux États-Unis, mais pas seulement, puisque Bernd et Ella Becher y furent associés. Bon, c'était un mouvement qui était en partie artificiel et qui était, comme souvent, déterminé plus par commissaires d'exposition, théoriciens, et puis repris et entériné dans l'historiographie, dans l'écriture de l'histoire de la photographie. Mais ces New Topographics ont fait vœu de représenter le monde avec une objectivité, avec un langage documentaire, et pour beaucoup d'entre elles et eux, une pensée écologique, une réflexion sur le devenir ruine des objets produits par notre civilisation, et une réflexion surtout dans cette production de ruines à laquelle nous participons toutes et tous dans nos activités, du fait du capitalocène, du fait de la construction, destruction du paysage par ce fait dominant de notre civilisation qui est le capitalisme, une réflexion écologique au-delà de la prise de conscience et au-delà même d'une simple prise de position politique, dans une dimension poétique également, puisque Robert Adams est photographe, il est théoricien, écrivain, il a théorisé sa pratique et pas simplement la sienne. Il a remarquablement écrit sur les photographes de son pays, les États-Unis, travaillant dans le dernier quart du 19e et développant les premiers temps de la production de paysages en photographie. Et en l'occurrence, s'agissant des États-Unis, c'était en même temps une sorte de découverte des États-Unis. En allant vers l'ouest, les premières photographies produites dans le dernier quart du 19e, dans ce premier temps de la photographie de paysage, sont une représentation pour la première fois d'environnements désertiques, de canyons, de déserts, de situations paysagères qui étaient encore absolument méconnues, non seulement des États-Unis, mais de toute l'humanité. En tout cas, à travers des représentations. Et
Donc Robert Adams a donc théorisé, c'est un poète dans l'écriture photographique et avec les mots, c'est vraiment un poète en photographie, et il a beaucoup théorisé sur la notion de beau, de beauté en photographie. C'est un fait anthropologique que notre espèce, et sans doute pas seulement les animaux que nous sommes, mais d'autres animaux bien sûr, ont un attrait vers la beauté, un besoin de beauté. On ne va pas épiloguer là-dessus, mais nous en connaissons les raisons, les manifestations en tant que fait anthropologique, et notamment dans la production de la culture. Robert Adams, dans le cadre de ses écrits sur la beauté en photographie, a notamment écrit un court texte très très beau sur sa propre pratique du paysage et sur ce qu'il appelle les 3 vérités du paysage en photographie. 3 vérités essentielles pour lui. Essentielles pour lui et à ses yeux dans la pratique du paysage en photographie par d'autres photographes. Alors, très rapidement, je vous les énonce. La vérité géographique, décrire un lieu. Mais, dit-il, si une photographie se contente de décrire une vérité géographique, elle risque d'être ennuyeuse. Intéressant et corrélé, et ça nous raccroche aussi à la pratique de Nicolas, une vérité autobiographique. Robert Adams nous dit que lorsque les photographes travaillent uniquement animés par une vérité autobiographique, ça risque d'être trivial et c'est parfois ennuyeux. Mais à ses yeux, c'est essentiel que la photographe développe une relation intime avec le lieu qu'il observe. Une connaissance plus ou moins approfondie, qui peut être celle de toute une vie, une connaissance d'un lieu qui est intime, et non pas une pratique que Jean-Marie Straub appelait celle des parachutistes, les photographes travaillant pour l'information, qui débarquent dans un lieu, bardés de technologie, prennent des images à la ronde à 360 degrés, les envoient aujourd'hui instantanément à l'autre bout du monde, qui les retraite et les refait circuler dans la grande lessiveuse des images. Voilà. À l'inverse de ces parachutistes-là, il s'agit, pour Robert Adams, pour Nicolas Floch, de développer une relation personnelle intime avec un lieu, de le connaître, pas simplement visuellement, en termes de connaissances scientifiques et autres, mais dans l'affect, dans l'appréhension personnelle, à travers tous les sens, et c'est l'histoire d'une vie. Et puis la troisième vérité, c'est la vérité métaphorique. Robert Adams nous dit qu'elle peut être douteuse parce que c'est une convention, la métaphore en art. Elle fut fort utile, elle peut toujours l'être, mais elle est risquée aussi toute seule, puisqu'elle est facile aussi d'usage. On l'enseigne souvent dans nos écoles d'art aux jeunes étudiants. La vérité métaphorique est assez facile d'usage et assez limite. Mais, nous dit-il, Robert Adams, si l'on relie ces 3 vérités, géographique, autobiographique et métaphorique, alors là, prises ensemble, ces 3 sortes d'informations assemblées, avec la singularité qui est celle de l'artiste dans le développement de son activité, elles peuvent se renforcer entre elles. Elles peuvent nous donner la possibilité de partager quelque chose de crucial, nous dit-il, et qui nous rassemble toutes et tous, une affection infinie pour la vie. Un attachement, un souci de la vie et une prise en charge à nos échelles individuelles d'une responsabilité pour la perpétuer, la maintenir, la respecter et lui permettre de se poursuivre au-delà des générations. Voilà, je voulais évoquer ces 3 vérités parce que souvent, en regardant tes images, Nicolas, je pense à la catégorie du paysage, et ça m'importe beaucoup. D'ailleurs, tu l'énonces, tu les présentes ainsi ce soir et dans l'exposition. Ce sont des paysages. Il ne s'agit pas simplement de nous révéler une vérité géographique qui est là, mais de construire des paysages, et à travers cette construction,
qui est codé dans l'histoire de notre culture, dans l'histoire de cet art, et grâce à ces codes, de nous permettre à nous de regarder. De regarder avec sensibilité, avec prise de conscience. Avec prise de conscience parce que la beauté, c'est bien aimable, ça fait du bien à l'âme, mais c'est risqué aussi, quand on s'en contente dans l'activité artistique. Et puis, lorsqu'on est un bon artiste, qu'on maîtrise ses outils, son talent, on est en mesure de produire de la beauté. C'est l'un des rôles, pas l'unique, mais c'est l'un des rôles, pour parler de manière très générale, de l'artiste dans notre société ou dans toutes les sociétés. De produire de la beauté, de la partager et de rendre nos vies un peu plus belles, au-delà de tous les traumatismes personnels et sociaux de toute notre communauté humaine que nous pouvons traverser. Et donc ce qui importe pour moi, c'est que ces images sont belles. D'ailleurs, je m'exclame souvent devant elles quand je suis en compagnie, c'est beau. Mais cette beauté nous amène à une prise de conscience très forte, il me semble, ça va de soi. Et en regardant d'autres personnes que moi cet après-midi visiter l'exposition, je voyais bien ce mouvement de fascination, en allant vers l'image, de les trouver belles, d'y trouver un contentement, une satisfaction intime, personnelle, dans sa propre subjectivité, ses propres émotions, et en même temps d'aller très rapidement, je crois, ou selon ses chemins, sans du tout diffuser d'angoisse. D'autres, notamment les médias et certains politiques, sont très forts pour faire ça au quotidien. Et c'est bien sûr une manière de contrôler la société, d'amenuiser la dimension critique à laquelle nous invite l'activité artistique. Au-delà de cette beauté, nous pouvons prendre conscience. Prendre conscience peut-être mieux qu'à travers simplement le travail des donneuses et donneurs d'alerte, qui sont cruciaux, des activistes, dont nous avons absolument besoin, mais de développer une prise de conscience de ce qui nous rassemble toutes et tous dans le péril engagé par l'Anthropocène, puisque ces images sont des images anthropocènes, ou des images aussi du Capitalocène. On pourrait prolonger avec le Cthulhucène, puisque notamment on voit une forme de vie animal dans une des images, dès l'entrée de l'exposition, un veau de mer, un phoque, qui nous regarde, en tout cas que nous avons l'impression qu'il nous regarde à travers l'objectif de Nicolas, puisque son regard est dirigé vers le nôtre face à cette image. C'est Donna Haraway qui a proposé la notion de Cthulhucène pour contester la dimension anthropocentrée de l'Anthropocène, justement. Oui, soit l'Anthropocène a été déclenché par l'activité humaine, les théories s'affrontent pour savoir si c'est récent ou bien plus ancien, depuis l'invention du feu, que sais-je. Et donc, pour contrer cette dimension anthropocène, certains ont proposé le terme de capitalocène, puisque c'est véritablement le capitalisme qui engage cette catastrophe écologique dans laquelle nous sommes pris et à laquelle nous participons malgré nous, pour la plupart d'entre nous, à part les affreux idiots, notamment états-uniens, qui font des sortes de concours de pollution avec des voitures détraquées pour qu'elles génèrent des nuages énormes de fumée polluante et cancérigène. Mais globalement, nous partageons cette compréhension de la nécessité de nous engager dans une manière de repenser nos manières d'habiter ce monde. La notion d'habiter le monde étant elle-même partiellement problématique. Et justement, dans notre perception de ces enjeux écologiques, dans cette histoire humaine qui nous rassemble dans cette époque contemporaine, c'est bien une photographie qui a engagé cette prise de conscience. C'est un fait qui est aujourd'hui écrit historiquement, qui est tout récent. C'est la fameuse Blue Marble.
Je vais aller rechercher tout à l'heure la date, c'est 72, et c'est l'équipage de Apollo 17 qui avait pris cette photographie ultra célèbre, qui a été très très commentée à l'époque, qu'on a peut-être parfois oubliée parce qu'elle est tellement intégrée dans notre culture visuelle, dans notre mémoire à toutes et tous. C'est cette première image de la planète Terre photographiée par des humains depuis l'espace, dont la diffusion a été mondiale, le succès immense, et qui a engendré la première prise de conscience écologique. Beaucoup de textes superbes sont écrits à ce moment-là, qui disent « mais regardez, nous habitons toutes et tous cette petite bille bleue, cette planète bleue parce qu'elle est constituée beaucoup d'eau, principalement d'eau, qui n'est pas notre habitat naturel et que donc nous avons tendance à ignorer. Et donc cette petite planète, eh bien, elle est sans frontières, oublions les frontières politiques, et nous sommes tous embarqués au sein de cet immense et infini univers sur cette petite planète entourée d'une bulle protectrice qui permet la vie. Et donc, engageons-nous dans l'écologie. Ça a été énoncé, exprimé de différentes manières par beaucoup de personnes à partir de 72. Et peut-être on devrait continuer à la regarder ou l'afficher quelque part dans nos intérieurs ou sur nos écrans d'iPhone ou dans les classes scolaires. Parce que je pense que cette Blue Marble, c'est pas moi qui l'affirme, je pense, mais elle est fondamentale dans l'ouverture de la période de l'histoire humaine dont nous sommes, les contemporaines et les contemporains, véritablement. Et ça nous ramène et on s'en éloigne pas, je l'espère, au travail de Nicolas, puisque première image, une perception globale, et avec Nicolas, on est dans un deuxième temps. Alors voilà, il y a un séquençage peut-être, je vais peut-être un peu vite, et en te rendant honneur vraiment, sans chercher à te flatter, mais il y a un premier moment, la Blue Marble, et puis là, on est dans un tout autre moment avec le travail de Nicolas Floch. On est immergé, et on va au contact d'une multitude de réalités paysagères, très très nombreuses, très variées, et que nous découvrons absolument, et de vérités géologiques, puisque c'est fascinant de voir notamment les canyons dont vous êtes spécialiste, et de voir la manière dont l'érosion sculpte ces paysages. Et donc, dans un premier temps, la pratique du photographe Nicolas Floch consiste non pas à reproduire simplement les schèmes de la représentation du paysage terrestre, en les reproduisant sous terre, mais tout de même, il y a cet enjeu dans le passage de l'aérien à l'aquatique, de nous montrer le monde dans lequel nous vivons, que nous habitons, et que nous ignorons avec grand malheur, pour lequel nous avons besoin du travail des scientifiques, et donc exceptionnellement des artistes qui veulent bien s'y intéresser, et merci encore de le faire, pour voir et comprendre et prendre conscience. Bruno Latour, parmi ses derniers écrits, nous a interrogés à travers ce petit ouvrage que là encore on devrait tout lire et relire et transmettre aux jeunes générations, comment atterrir. Et Bruno Latour a vraiment écrit ce petit ouvrage comme une sorte de testament. Il était encore bien vivant parmi nous, mais il se savait atteint par la maladie et il était urgent pour lui de transmettre un message. Depuis son expérience d'homme, son histoire d'intellectuel, cherchant toujours, en agrégeant un grand nombre de champs de connaissances, à nous amener à mieux comprendre les enjeux de nos vies et de ce qui nous relie en tant que communauté. Et Bruno Latour a écrit ce petit ouvrage « Où atterrir ? Comment atterrir ?» en nous disant bien que l'enjeu n'était pas de fantasmer cette conquête spatiale qui est largement une forme de propagande et qui a principalement des intentions capitalistiques. On sait très bien que si tout le monde du côté états-unien, mais aussi chinois notamment, s'active à coup d'investissements massifs dans la préparation d'une supposée fantasmatique conquête spatiale, c'est avec surtout pour but les gisements faramineux
sur Mars, sur la Lune, qui sera la première colonisée. Pour ça, gisement de minerais, de minéraux très précieux. Après avoir épuisé notre planète, on va aller en épuiser d'autres, se les approprier et produire des fortunes pour quelques-uns. Et là, on reproduit à l'échelle cosmique les méfaits du capitalisme extractiviste, qui fait fi d'environnement et qui s'approprie, détruit, dans une pure recherche du profit avec les conséquences que nous connaissons. Et donc Bruno Latour a écrit cet ouvrage pour nous faire prendre conscience de cela, arrêter de rêver à l'avenir de l'humanité en allant vers des ailleurs proches ou plus lointains que nous n'atteindrons peut-être jamais en tant que communauté, à part quelques robots, qui pour certains y sont déjà, mais nous reconcentrer sur le lieu où nous sommes rassemblés et où il s'agit de permettre à la vie de continuer à se développer en harmonie. Et j'avais envie ce soir de proposer, avec le travail de Nicolas Floch, de ne pas simplement s'interroger sur comment atterrir, mais comment amérir. C'est ce que tu nous proposes, en tout cas, d'y penser. Puisque, nous le savons, ce milieu est la source de toute vie, et ce qui a permis nos vies, ce qui a permis le développement de la vie au sens large et de nos vies à nous, et de notre espèce humaine, ce sont les forêts, les forêts terrestres. On y pense d'abord. Ce sont les arbres, avec leur grande intelligence, qui ont permis de constituer un environnement vivable pour les formes de vie qui sont arrivées plus tard sur la planète grâce à cette première mise en place. Et donc, au préalable de ces forêts terrestres, il y avait ces forêts sous-marines que nous découvrons. Excusez-moi, je suis peut-être un peu long. Je suis pris par la passion et l'envie d'essayer de mettre en ordre mes idées face à ces images. Donc je vais m'arrêter là. Mais dans tes images, il y a pas seulement, il y a de la géologie, il y a beaucoup de représentations de cette merveille de ces formes de vie végétale, de ces arbres, de ces algues. Et alors ces paradoxes, que m'indiquait bien Jérôme tout à l'heure dans la première visite de l'exposition, ces paradoxes constitutifs et efficaces et troublants, notamment dans les petits, encore plus avec les petits formats, de réaliser que ces formes sont parfois dans des dimensions que nous ignorons là encore, c'est-à-dire immenses. On est dans une échelle que nous ne connaissons pas et que nous découvrons émerveillés dans un premier temps, portés par la beauté que tu es capable de produire, qui nous permet d'aller vers d'autres pans de réflexion dans le regard sur tes images. Et donc, je le pense, je le souhaite, une prise de conscience écologique. Merci beaucoup Pascal. Je vais rebondir sur plusieurs choses que tu as dit. Bon, d'abord, les forêts, oui. On a évidemment ces grandes forêts d'algues, de laminaires, d'immentales, de sargasses qu'on voit dans les images, mais les grandes forêts de l'océan sont des forêts dérivantes, sont des forêts qui se déplacent et qui, justement, en couleur de l'eau, vont donner une image verte. Parce qu'une image verte, c'est une image une image verte comme les images oranges que l'on voit là. C'est une image d'une forêt sous-marine, d'une forêt qui est visible dans sa multiplicité, qui est invisible dans son unicité, puisque ce sont des planctons absolument microscopiques, invisibles à l'œil nu, mais qui, dans leur multiplicité, vont donner cette couleur. Et c'est le vrai poumon de la planète, puisque ça produit quand même la moitié de l'oxygène qu'on respire. Donc ce sont ces vraies grandes forêts qui sont à l'échelle de la Blue Marble dont tu parlais, sur laquelle je vais revenir, mais je vais d'abord peut-être répondre à ce que tu me disais sur la question de l'approche du paysage.
et du paysage au travers de l'histoire de la photographie. C'est vrai que je pense, je mets souvent on va dire le travail que je mets en œuvre ou les projets en perspective par rapport à différents médiums, comme j'ai pu le faire avec la sculpture et une certaine histoire de la sculpture dont je parlais par rapport au récif artificiel. La couleur de l'eau, évidemment, entre en résonance avec une histoire de la peinture monochrome, une histoire des installations immersives. On peut penser à Turel, on peut penser à Anne-Veronica Jensen. On est vraiment là dans des environnements immersifs. Comme l'océan l'est, comme la couleur de l'eau l'est, parce que c'est pas un paysage frontal, c'est un paysage qui est dans lequel on baigne réellement, physiquement. Et bien sûr, par rapport à la photographie, il y a cette pensée par rapport à une histoire de la photographie. Et le choix, pourquoi j'ai choisi le noir et blanc, tout d'abord, parce que le noir et blanc, déjà, il permettait d'évacuer un certain exotisme de la photo sous-marine. Il permettait de nous placer dans un espace imaginaire qui était indéterminé, c'est-à-dire qu'on ne savait pas forcément où on était. À partir du moment où on perd la surface, on ne sait pas si on est sur Terre, sur une autre planète, dans un environnement inconnu. Donc il y avait vraiment cette dimension de nous emmener dans cet espace dans lequel on peut rentrer aussi plus facilement. Et il y avait évidemment toute cette référence à une histoire de la photographie qui n'a pas existé sous l'eau, pas juste par des questions, à cause de moyens techniques, parce que c'est les images que je fais, on n'aurait pas pu les faire. Premières images, on les aurait difficilement faites au 19e, mais à partir des années 1950, c'était possible. On avait les appareils qui permettaient de faire les images peu profondes, de les faire. Donc c'est pas une question juste technique, mais on aurait. Est-ce que ça aurait commencé avec du noir et blanc ou de la couleur ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, de travailler sur du paysage et du paysage en noir et blanc permettait de convoquer toute une histoire de la photographie qui s'est composée sur Terre, donc une histoire de la photographie terrestre. Et évidemment, quand je parcourais par exemple les grands espaces, les grandes falaises des Calanques, je ne pouvais que penser à ces grands paysages de l'Ouest américain ramenés par Sullivan, par Jackson, qui ont participé aux grandes missions géologiques, aux 4 grandes missions géologiques, alors qui ont mené d'ailleurs à la création des premiers parcs nationaux, puisque c'est à partir aussi de ces images que ces paysages ont été découverts. Et il y a eu à la fois des processus de conservation, alors qui sont qu'on peut questionner, puisqu'ils accompagnaient en même temps des processus de colonisation de l'Ouest américain. Donc il y a surtout cette question aussi même de la colonisation de l'espace sous-marin est assez intéressante, de la manière dont on se place dans cet espace et qu'est-ce qu'on choisit de montrer. Est-ce qu'on choisit d'aller au maximum vers la profondeur ou qu'est-ce qu'on recherche justement, et l'absence aussi de représentation de cet espace sous-marin peut être liée aussi à cette envie en quelque sorte de conquête de cet espace, et pas simplement d'approcher cet espace simplement dans son existence, dans la relation qu'on a à lui, et dans ce qu'il est simplement. Donc il y avait je pensais à ces photographes des grandes missions géologiques, mais je pensais aussi aux photographes par exemple, à Lange ou Evans, les photographes de la Grande Dépression, des commandes de la FSA, ou qui vont représenter, ou dans une vue, dans la vue d'un territoire ou dans un portrait, on va lire une crise en jeu. Alors il ne s'agit pas de la même crise aujourd'hui. C'est pas une crise financière. C'est pas la crise financière de 29 et c'est pas. On est plus dans une relation évidemment à l'écologie dans ces images. Ensuite, on peut penser évidemment au Neo-Topographics, même si pour moi c'est un titre d'ailleurs que j'utiliserai sans doute dans des
pour des prochaines expositions, mais on est vraiment, je fais un travail plus de water topographics, donc vraiment qui est sur un travail sur ces lire différents environnements aquatiques. Donc les New Topographics qui vont représenter quand même beaucoup des espaces plutôt périurbains, urbains, construits. Et on peut penser aussi aux grandes commandes françaises comme la Datar, mais qui n'ont jamais pris en compte le milieu sous-marin. Donc pour moi, le noir et blanc, il va convoquer un petit peu toutes ces images et toute cette histoire de la photographie. Donc ça, j'avais consciemment en tête, en travaillant avec le noir et blanc, de renvoyer à cela. Ensuite, parce que il y avait plein de questions dans ce que tu as dit. Il y a aussi je vais parler juste rapidement du milieu, de ce milieu aquatique, qui est un milieu, il faut se dire que la position est forcément différente. On n'est pas juste face à un paysage, on est dans le paysage. On est aussi libre de mouvement, c'est-à-dire que on ne va pas avoir un point de vue sur Terre, on est collé au sol. Donc on a ce point de vue depuis le sol, alors que là, on est mouvant dans cette colonne d'eau. Donc on est dans un milieu qui est en permanence dynamique, qui bouge en permanence. Donc on est dans ce mouvement et donc, comme je disais, ce sont toujours des images panoramiques, panoramiques au grand angle, en lumière naturelle. Et je voulais dire une autre chose, mais je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ce que tu avais dit. Et pour revenir sur cette Blue Marble, c'est vraiment parce que le paysage, il ne faut pas non plus, dans ce que je montre, le lire simplement à l'échelle de ce qu'on va voir dans une image. Ça peut être des séries d'images aussi qui vont permettre de former une image plus grande, c'est-à-dire d'approcher un territoire plus large. Et c'est aussi, les séries interagissent les unes avec les autres. C'est-à-dire comment... à un moment donné, la couleur de l'eau va nous donner, puisque la couleur de l'eau, je l'ai pas décrit tout à l'heure, je vais le décrire rapidement. Qu'est-ce que la couleur de l'eau ? En fait, on va avoir quasiment tout le spectre. On va avoir aussi bien des rouges, des oranges, des jaunes, des verts, des bleus. C'est en fait la couleur de l'eau est due aux éléments, on va dire, optiquement significatifs qui sont dans les masses d'eau. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va être des matières organiques ou minérales dissoutes. Alors on peut penser aux tanins des forêts, par exemple. Ça peut être des minéraux de roches qui sont en suspension. Ça va être des sédiments qui vont donner alors plutôt des couleurs chaudes en général. Ensuite, le vert, ça va plutôt être du vivant, du phytoplancton, et le bleu, c'est plutôt des eaux au large plus pauvres. Donc, mais ce qui est très intéressant dans cette continuité, c'est-à-dire qu'on va plutôt avoir des eaux terrestres avec des couleurs chaudes, bon, pas systématiquement, mais ces eaux terrestres, elles vont arriver dans l'océan. Donc ces eaux terrestres, c'est aussi, c'est comme je disais, les forêts, mais c'est toutes les montagnes, tout le territoire les montagnes qui retournent à la mer quelque part. C'est-à-dire c'est toutes ces roches qui vont arriver dans l'océan, qui vont nourrir le vivant. Ce vivant qui va exploser, mais ce vivant, il se nourrit de ces roches, mais il va participer de nouveau à la formation des roches. C'est-à-dire que, par exemple, un petit plancton qui s'appelle les Coccolithophoridés, qui est invisible à l'œil nu, il fait quelques microns, il a un squelette en calcaire. Sur des millions d'années, ces planctons, ils ont formé les falaises de Normandie. Donc ces éléments-là vont participer à la sédimentation et à la formation des roches. Et on peut imaginer qu'un jour, sur des temps géologiques, alors
que le fond de cette mer soit de nouveau une montagne. Les Alpes sont l'ancienne Thétis alpine, et tous les plis des Alpes sont ces roches sédimentaires du fond d'une mer. Donc c'est ce cycle géologique qui vient, avec l'eau, nourrir le vivant, et on a cette interaction entre ce cycle géologique, ce cycle biologique, et nous, évidemment, là-dedans, on vient rajouter tout ce qu'on fait sur ces territoires. Eh ben, ça passe dans l'eau, comme ces roches vont passer dans l'eau, tout ce qu'on fait va passer dans l'eau de la même manière et va transformer en fait ces paysages qu'on peut lire sur le fond en fonction de ce qui va se passer dans l'eau. C'est-à-dire, on parle souvent de phénomènes d'eutrophisation, par exemple, qui sont liés au fleuve. C'est-à-dire, c'est un dérèglement. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un dérèglement qui est dû à des rejets, à une surfertilisation de certaines zones. La lumière ne passe plus, il y a des éléments morts qui tombent au fond, et on arrive sur ce qu'on appelle des dead zones. Et les grandes dead zones, par exemple, le golfe du Mexique est une dead zone très très importante, parce qu'on a un des plus grands bassins versants au monde, qui est sur donc un des plus grands réseaux hydrographiques, qui est le Mississippi, qui est sur 31 États. Des États-Unis, sur 41% du territoire, d'une grande zone agricole, industrielle, urbaine. Et la conséquence directe, c'est une grande zone morte dans l'océan. Et donc une transformation de la couleur de l'eau, mais une transformation des paysages au fond. Donc tous ces... Et comme le disait, parce que quand tu parlais, je vais te repasser la parole, Jean-François, mais quand tu parlais tout à l'heure des canyons comme continuité, tu as parlé de flux de sédiments, mais ces flux de sédiments, bien évidemment, ils viennent des fleuves, puisque les canyons sous-marins sont liés aux fleuves, et le canyon de l'Ampol, où les photos sont prises, était lié à l'ancien fleuve Manche. Non, je ne vais pas vous raconter l'histoire du fleuve Manche, parce que ce serait une trop longue histoire. Je vais juste faire redire l'intérêt pour nous des photos de Nicolas. Parce que l'océan, on est tous conscients qu'on vit dans une période de transition. Il va falloir qu'on fasse face à des questions sur les besoins d'alimentation, les besoins d'énergie renouvelable. L'océan apportera une part, peut-être une grande part, mais une part des réponses ou des solutions. Et on se doit de protéger effectivement ces domaines. Vous parliez des parcs nationaux, il y a des grandes aires marines protégées qui sont actuellement établies. Alors ça a commencé par des petites aires autour des côtes. Hein. On a des grandes aires un peu plus au large, en particulier sur la zone du canyon de l'Ampol. L'Office français de la biodiversité l'appelle la zone du large. Et puis au niveau international, on parle de grandes zones à forte protection. Les scientifiques pensent que si on veut aboutir à un équilibre pour préserver les ressources, il faut qu'on arrive à protéger 30% de l'océan. Alors 30% d'aires marines protégées ou de parcs à terre, ça ne veut pas dire des sanctuaires, hein, ça veut dire qu'on arrive à gérer les activités et à faire en sorte que les exploitations des ressources piscicoles, les poissons soient durables. Et on voit bien, pas loin d'ici, la baie de Saint-Brieuc, les coquilles, avec les quotas, les pêcheurs ont bien conscience qu'en pêchant de façon raisonnée, on arrivait à gérer la ressource. Donc tout ça pour dire que les aires marines protégées, il y a un énorme effet de surface, c'est-à-dire que la France a effectivement 30% d'aires marines protégées. On ne sait pas trop à quel niveau il va falloir qu'on les sanctuarise, et il y a des débats qui vont arriver, forcément. Dedans, il y aura l'interaction avec entre les pêcheurs et puis les énergies marines renouvelables, par exemple, les éoliens, posés actuellement comme aussi la baie de Saint-Brieuc, ou bientôt flottantes pour aller plus loin. Mais il va falloir que la société s'exprime dessus. Et on ne peut protéger que ce qu'on connaît. Or, les photos de Nicolas, qui sont des photos qui ne sont pas des photos vues de scientifiques, parce que les nôtres sont très spécifiques, sont des photos qui sont beaucoup plus partageables. Et donc la société va pouvoir mieux comprendre ce dont on parle quand on parle des fonds, hein, ou des grands fonds, ou même des petits fonds. Et puis, le débat sera beaucoup plus éclairé. Nous, on a fait un travail également pour partager ou faire connaître l'espace, qui est un travail très simple de toponymie. On travaille avec les gens sur le canyon de Cap-Breton,
Et en 2021, on a lancé un concours pour nommer, c'est un canyon tout à fait remarquable, je ne vais pas vous raconter l'histoire du canyon de Cap-Breton, mais on a fait un concours pour nommer des lieux de ce canyon de façon à ce que les gens qui soient cap-bretonnais ou amoureux de l'océan ou simplement amoureux de la nature puissent s'approprier un espace. Et donc les photos de Nicolas, je pense, vont nous permettre que cet espace soit mieux connu, mieux perçu par des gens qui n'ont pas l'habitude de voir l'océan. Mais par rapport à ce que tu dis, Jean-François, sur cette question des aires marines protégées, tout l'objet aussi du travail que je fais, je pense, entre les différentes séries, c'est aussi de montrer déjà qu'on ne peut pas mettre un environnement sous cloche, et on peut pas, c'est pas parce qu'on peut pas mettre 30% des océans sous cloche et on l'extrait pas du reste. C'est un tout. Et déjà, les problèmes liés à l'océan viennent de la Terre, pas de l'océan. Ils viennent depuis la Terre, pour beaucoup. Quand même, ça passe par les flux, enfin que ça passe par l'atmosphère ou par les, on va dire les flux, par les fleuves, par les rivières, par les fleuves, et je pense que c'est important d'avoir une lecture globale des connexions, parce que je pense à d'autres séries, par exemple, là on voit, j'ai des images sur par exemple le réchauffement, où au Japon, on a sur 25 ans, j'ai vu des images des cadras, parce que les scientifiques prennent des images souvent sur 1 mètre carré, parce qu'ils peuvent les répéter, ils mettent un petit carré au fond, et ils vont répéter les mêmes images. Donc ils vont pouvoir lire ce qui se passe dans cette image. Donc les cadras d'il y a 25 ans, dans cette zone au milieu du Japon, c'était que des algues comme on voit en Bretagne. Aujourd'hui, ce ne sont que des coraux. C'est-à-dire on est passé d'un paysage d'une forêt de pins du nord à une forêt de palmiers en 25 ans. Donc ça, évidemment, si on met nos 30% sous cloche, on n'échappe pas à ça. On va pas s'extraire de ce processus-là. De la même manière, je suis allé sur des sites acides au Japon. Alors des sites acides, qu'est-ce que ça veut dire ? On sait que les océans s'acidifient, mais là c'était des sortes de sites alors qui sont étudiés par les scientifiques. Ce sont des zones où il y a des bulles de CO2 qui sont liées à une activité volcanique qui vont s'échapper du fond de l'océan. Donc c'est le processus en fait qui est à l'œuvre de manière globale, c'est-à-dire qu'il y a des échanges entre l'atmosphère et l'océan. L'atmosphère est de plus en plus saturée de CO2. Dans ces échanges qu'il y a entre l'atmosphère et l'océan, comme il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, ça va faire chuter le pH de l'océan. Et là, on a plus de bulles de CO2 dans une zone qui s'échappe du fond, donc une augmentation de la présence du CO2 dans cette zone qui va rendre l'eau plus acide dans cette zone. Et les scientifiques vont travailler sur des portions de baies ou de côtes où ils vont avoir un pH qui s'approche de certaines périodes, à horizon 2100, mettons. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on observe à tel pH ? Et on peut comparer ces paysages à d'autres paysages où il n'y a pas les émanations qui sont à 1 km ou 2 km. Et quand on prend des photos des deux environnements, qu'est-ce qu'on voit ? On a une illustration complète de ce qu'est un effondrement de la biodiversité, c'est-à-dire que dans la zone non affectée par le CO2, on voit, 50 espèces directement qu'on peut repérer, et on en a 2 dans l'autre, dans la zone acide. Donc là, c'est pareil, c'est un processus qui est à l'œuvre de manière globale. Nos 30% d'aires marines protégées, ça ne change rien. Et si on prend des pollutions locales, ce qu'on peut voir par exemple dans les Calanques, où j'ai longé tout le parc des Calanques sur 160 km, où j'ai fait une photo quasiment tous les 10 mètres, un relevé de l'ensemble des paysages, on voit qu'au niveau des rejets d'eau usée, on a une transformation de la couleur de l'eau sur cette zone, et on a sur plusieurs kilomètres absolument aucune vie fixée. Donc
c'est-à-dire que là, on est sur de la pollution locale qui va affecter une zone un peu précise, mais ces pollutions locales, elles sont quelque part partout. C'est-à-dire que tous les fleuves, ils ramènent la même chose, et ce local, il est global, puisque c'est l'accumulation de tous ces... Donc, on est encore dans quelque chose de global. Et c'est pour ça que et le travail que je mène sur les différentes séries aussi, c'est cette lecture, arriver à lire, je dirais, à avoir une image ou des images qui vont permettre de lire l'endroit où on habite en prenant en compte ces différents espaces. Et il y en a un qu'on ne voit pas puisque tout part sous le tapis, en fait sous le tapis de la surface, qu'est l'océan. C'est-à-dire que c'est vraiment l'endroit où... Enfin, le bon exemple par rapport... là, j'ai fait un travail sur le Mississippi. Donc, le bassin versant du Mississippi, c'est le réseau hydrographique dont je vous parlais tout à l'heure. À Chicago, par exemple, on avait dans la ville de Chicago, au 18e, une rivière qui était la rivière Chicago qui traversait le centre-ville et qui allait se jeter dans le lac Michigan. On avait toutes les eaux usées de la ville qui partaient dans cette rivière et le lac devenait complètement insalubre. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a construit, qui a été achevé en 1900, on a construit le Ship and Sanitary Canal, donc le canal sanitaire, qui partait de la Chicago River dans le centre. Donc on a détourné la rivière sur 1 kilomètre. Donc maintenant, c'est de l'eau du lac qui est légèrement aspirée par la rivière, mais il y a un tout petit peu d'eau du lac. Et ce canal coule vers Des Plaines, qui est une rivière qui est un peu plus loin, qui va se jeter dans l'Illinois, qui va dans le Mississippi et qui finit dans le golfe du Mexique. Ça veut dire que les pollutions qui étaient à Chicago, on les a mis sous le tapis dans le golfe du Mexique. Mais tout ça, ça s'accumule. Et ça s'accumule avec le temps. Et donc, c'est aussi cette lecture globale. Que j'essaie de cette grande image que j'essaie de former à partir aussi de toutes ces petites images qui ne sont pas à prendre juste parce que c'est évidemment une lecture de ce territoire de Bretagne, mais c'est aussi une lecture d'un environnement plus large et plus global. Si vous avez des questions... Bonsoir et merci à vous trois, merci à tous pour cette soirée. Philippe Stéphane de Guingamp, vous est-il arrivé, j'ai regardé un peu vos points d'exploration au niveau de la Bretagne, vous est-il arrivé dans des zones d'estuaire de photographier le même endroit à différents moments suivant la hauteur de la marée, par exemple, c'est-à-dire une fois avec de l'eau principalement de mer, une autre fois avec de l'eau saumâtre, une autre fois avec de l'eau principalement de l'eau douce, et si oui, d'y trouver de nouvelles interrogations, de nouvelles découvertes. Merci. Alors, les estuaires, c'est très compliqué. Déjà, il n'y a pas vraiment de photos, on va dire, de paysages lisibles dans les estuaires, parce que ce sont des milieux qui sont tellement turbides qu'on n'a pas surtout avec les phénomènes de marée, on va avoir très peu de visibilité. Donc, dans l'estuaire, ça va plutôt être de la couleur de l'eau. C'est ce qui va être possible. Et évidemment, la couleur de l'eau va varier en fonction de la marée. C'est-à-dire que dans l'estuaire de la Loire, par exemple, où la marée est très, très importante, alors on pourrait prendre l'estuaire de la Vilaine aussi, mais on a le barrage d'Arzal qui arrive un peu plus vite, en fonction de l'heure de la marée, la couleur va être, au niveau de Saint-Nazaire, va être complètement différente. Ça joue beaucoup, oui. Après, sur le paysage lisible, ce que j'ai pu observer sur le rapport aux estuaires et à l'eau douce, c'est que je plonge depuis que je suis enfant entre les estuaires de la Loire et de la Vilaine, vers la Turballe. J'ai vu les paysages se transformer vraiment radicalement depuis 40 ans. Et surtout les 15 dernières années, puisqu'il y a un rejet des eaux usées de la communauté de communes, enfin traité, mais des eaux usées qui a été mis à 300 mètres au large au milieu de la baie. Et du jour au lendemain, le biotope a complètement changé. C'est-à-dire qu'il y a eu des phénomènes d'eutrophisation, il n'y a plus de poissons dans la baie, et les couvertures de laminaires se sont complètement effondrées.
On a eu énormément de moules qui sont arrivés, et là il y a beaucoup de colonies d'étoiles de mer, et on a surtout en fait des zones complètement rases de roches, sans laminaire. Enfin, on a une bascule complète du paysage, quoi. Bonsoir. Est-ce que durant votre carrière de photographe sous-marin, est-ce que vous avez eu des influences artistiques, c'est-à-dire d'autres artistes en général? Alors, je pense que ce que vous voulez dire dans votre question, c'est d'autres artistes, ou d'autres personnes qui font des photos sous-marines. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de différents photographes terrestres qui sont liés à l'histoire de la photographie. Pour moi, quand je disais qu'il y avait une absence de représentation au départ, il y a par rapport à l'océan, c'est ce que disait Pascal aussi tout à l'heure, dans l'histoire de la photographie, ou on va dire dans ce qu'on va trouver dans les collections publiques, dans les musées en France, on n'a quasiment rien qui soit sous l'eau. C'est-à-dire que les seules séries qui apparaissent un petit peu sont les photos de Jean Painlevé, qui sont des images, qui est une série qui est à part, alors qui a quand même été beaucoup faite en aquarium, et qui est aussi centrée quand même sur la faune, parce qu'une grande partie de la photo sous-marine, c'est de la photo animalière, mais là, c'est pas, pour moi, même si c'est principalement entre guillemets de l'animalier, mais c'est tellement particulier que ce sont des séries qui sont complètement à part, et où vraiment, pour moi, j'ai toujours beaucoup aimé le travail de Jean Painlevé, bien sûr, c'est une vraie... Mais en dehors de Jean Painlevé, il y a les premières photos de Bhoutan qui sont intéressantes, historiquement, mais sur les photos sous-marines, j'ai pas de... Enfin, sous-marines et terrestres, alors terrestres, évidemment, il y en a plein, et mon travail dialogue avec le travail de beaucoup de photographes qui travaillent sur l'espace terrestre. Mais par rapport à l'espace sous-marin, on est quand même sur de la photo... beaucoup de photos animalières ou comme je disais de la photo d'expédition ou de la photo purement scientifique, les artistes ont travaillé quand même beaucoup indirectement sur l'espace sous-marin, c'est-à-dire ou parce que les scientifiques ramènent, c'est-à-dire ils ne travaillent pas directement dans le milieu, ou sur l'espace de l'aquarium. Parce que l'aquarium c'est le premier accès quand même à cet espace sous-marin. Et c'est un des accès principaux, mais c'est pas la réalité. L'océan, c'est pas un aquarium. L'aquarium, c'est un milieu scénarisé. Est-ce que vous avez visité votre exposition avec des jeunes élèves, ou pas? Alors, pas celle-ci. Pas celle-ci ici, pas à Gunsegal. Je le fais souvent avec des jeunes qui sont très réceptifs en général. Mais il n'y a pas que les jeunes. Je vois que des publics très divers sont réceptifs aux images et aux différentes séries, justement. Ouais. Moi, j'ai des jeunes élèves qui n'ont pas vu du tout le monde sous-marin en venant à l'exposition, quoi. Pour eux, c'est une forêt, c'est des monstres, voilà. Oui, je voulais avoir votre ressenti sur ça. Mais parce qu'on nous a montré l'océan comme un aquarium depuis le départ. On nous montre l'océan comme un aquarium. Les images, alors là, on voit une image orange de la série La couleur de l'eau. Quand on a une image bleue, qui est comme ce orange, cette image, vous l'avez vue 1000 fois, une image bleue, mais vous ne l'avez jamais vue juste avec ce qui est le plus commun, c'est-à-dire ce paysage bleu qui s'étend sous le regard. Vous l'avez vu avec un dauphin, une baleine, tout ce que vous pouvez imaginer dedans, mais on a toujours besoin de remplir, comme si, alors que c'est extrêmement habité, c'est bourré de vie, il y a plein de choses, mais on a besoin de montrer une chose spectaculaire, d'avoir le dauphin, la baleine, la tortue, le corail ou le plongeur. Et donc, ce qu'on nous montre dans l'océan n'est pas ce que l'on voit quand on met... Si vous avez
plongez déjà devant ou en Méditerranée, ce que vous allez voir, c'est pas les photos qu'on peut voir. Vous tapez, je sais pas, paysage sous-marin sur Internet, vous verrez que c'est extrêmement stéréotypé. C'est pas et ça ne correspond pas à la réalité. Donc, c'est pas étonnant que les enfants et le noir et blanc, comme je disais, jouent aussi de cette... puisque si j'utilisais la couleur, en fonction de la profondeur, j'aurais des images plus vertes. Enfin, là, on aurait beaucoup de vert en Bretagne. Dès qu'on est profond, de toute façon, on arrive presque vers un noir et blanc, parce que si on n'éclaire pas, on a une image, une dominante verte. C'est-à-dire que c'est pas noir et blanc, c'est vert et vert, quoi. C'est vert foncé et vert clair. Et si on est... vers la surface, on récupère un peu de couleur et d'avoir tout en noir et blanc, ça me permet aussi d'avoir une certaine uniformité, mais surtout, ça nous emmène dans un autre espace imaginaire et ça les emmène peut-être ailleurs que sous l'eau, sur une planète qui pourrait habiter, je dirais, s'ils ne l'habitaient pas déjà. Plus personne ? Pascal, tu voulais dire un mot encore ? Jean-François ? Bon. Ah oui, parce que les enfants, toi, t'as... Ouais, parce que, en fait, j'aimerais vous donner rendez-vous pour... Il y a Catherine qui est ici, qui a réalisé une visite comptée, littéraire, scientifique et politique aussi, à partir de textes qu'elle a extraits. On a fait 4 visites, 2 autres avec des lycéens aussi. Et la dernière a lieu le 4 mars. Donc c'est gratuit, il faut juste s'inscrire. C'est de 14h à 15h. Et voilà, on a beaucoup de monde à chaque visite. Et comme c'est la dernière, je voulais dire, c'est le moment ou jamais voilà, pour y assister. Voilà. On a eu beaucoup de monde, Nicolas, qui sont venus voir l'expo et beaucoup de scolaires aussi. On a dépassé les 50 visites, donc c'est vrai que pour nous, c'est beaucoup, en tout cas. Et on est ravis de... Il y a encore un tout petit mois. Voilà. Il y a un petit pot qui est à la Verrière, voilà, pour parler de manière informelle, faire rencontrer. Il y a aussi 2 artistes qui sont avec nous et qui sont invités, qui font des projets un peu différents. Il y a Sophie Grassard qui est là-bas, qui fait un travail avec les petits, avec les professionnels de la petite enfance. L'idée, c'est de faire de cet espace qui est là un espace pour accueillir les tout petits. Voilà, donc on a beaucoup réfléchi à des propositions en lien avec la lumière, avec la transparence, avec les matières pour parler de photographie aux très jeunes. Et il y a un autre artiste qui est là-bas qui s'appelle Camille Milléron, qui est en atelier avec Lou Lejar à Calac et avec l'association D2. Voilà, on fait tout un travail sur les habitants qui était prévu bien avant toutes les histoires qui se passent à Calac, mais voilà, qu'on maintient et qu'on poursuit. Voilà, donc du coup, on peut discuter. Merci.